Je n'étais pas préparé à ce que nous allions découvrir au large de la côte bretonne ce matin-là, et encore moins à ce que cette découverte allait faire à ma tête. Bonsoir, ici La Nuit raconte. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne en laissant un like et en s'abonnant. Profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. Je m'appelle Loïc Kermer, 41 ans. Archéologue marin rattaché depuis 8 ans à une unité mixte CNRS Université, avec une spécialisation qui, sur le papier, paraît plus propre qu'elle ne l'est en réalité. Structure littorale néolithique, paléo-environnement côtier et méthode de prospection non invasive en milieu turbulent. Dans la vraie vie, mon métier ressemble davantage à une alternance de bureaucratie, d'eau froide, de révision d'équipement à des heures absurdes, et de cette fatigue très particulière qui colle à la peau après une journée à lutter contre une mer qui ne veut pas de vous. J'ai longtemps pensé que le mystère en archéologie était un mot de journaliste. On sait rarement rien. On sait des fragments, des probables, des courbes. On bricole un passé en assemblant des indices, et quand on a la chance de tomber sur quelque chose d'exceptionnel, ce n'est pas un frisson romantique, c'est surtout une série de contraintes, d'autorisations, de protocoles, de responsabilités. La première fois que j'ai entendu parler de l'île de Sein dans un cadre professionnel, c'était lors d'un séminaire sur les variations holocènes du niveau marin. Un vieux professeur, moustache blanche et humour sec, avait montré une carte des paléorivages. Ici, vous voyez, la Bretagne n'était pas la Bretagne, c'était un autre monde. Puis, il y a eu l'appel, un numéro masqué, à lundi soir de février, alors que je rassemblais des articles pour une note sur les pêcheries à poissons en pierre, ces alignements de blocs que les communautés côtières utilisaient pour piéger le poisson à marée descendante. Je me souviens du bruit du chauffage, de la lumière de l'écran, de cette sensation de disponibilité mentale propre aux heures tardives. Une voix féminine, posée, qui se présente comme coordination scientifique pour une mission conjointe. Elle connaît mon CV mieux que moi. Nous avons besoin d'un spécialiste des structures littorales néolithiques et d'un plongeur scientifique qui a déjà travaillé en zone de courant fort. Pour quel site? Un silence, minuscule mais réel, comme si elle mesurait ce qu'elle allait dire. Au large de l'île de Sein, je me suis redressé. Pas parce que ça a quelque chose de mythique, mais parce que je savais ce que ça signifiait logistiquement. Une mer qui se lève vite, des fonds piégeux, des fenêtres météo ridicules. Vous êtes sûr? Ai-je demandé. Il y a une anomalie. Le mot était neutre, technique, et pourtant il avait quelque chose de chargé. Les scientifiques parlent rarement d'anomalie sans ajouter tout de suite instrumental ou bruit de mesure. Là, c'était l'essai nu. Sonar multifaisceau, bathymétrie à haute résolution, une forme artificielle probable. Et le dossier est confidentiel. Ce dernier point, prononcé sans emphase, a fait naître en moi une méfiance immédiate. La science, dans mon expérience, devient confidentielle quand la politique ou l'argent commence à respirer trop près. J'ai accepté malgré tout, parce qu'un archéologue marin n'est pas complètement sain d'esprit. On vit pour ces moments où une hypothèse abstraite prend un poids réel, où une ligne sur un écran devient une pierre que l'on peut toucher. On m'a envoyé un paquet de documents via un canal sécurisé. Il y avait des coordonnées, des cartes, une synthèse préliminaire et un descriptif sommaire de la structure, un alignement massif sous-marin, environ 120 mètres de long, enfoui sous des sédiments à 9 mètres de profondeur, masse estimée à 3300 tonnes, datation supposée autour de 5000 avant notre ère, sur la base de contextes géologiques et de proxys environnementaux. Hypothèse officielle, piège à poissons monumental ou digue de protection contre la montée du niveau de la mer. Officielle, la note était signée par un comité de pilotage où je reconnaissais quelques noms, des gens sérieux et d'autres que je ne connaissais pas, une fondation privée, un représentant régional, un juriste spécialisé dans le patrimoine immergé. À la fin, une phrase, en gras. Toute communication extérieure est interdite jusqu'à nouvel ordre. Je n'aime pas les phrases en gras. 2 semaines plus tard, j'étais sur la côte. La Bretagne m'a accueilli comme elle accueille tout le monde,
sans cérémonie. Un vent humide qui vous entre dans les vêtements, une lumière blanche qui fait disparaître les reliefs, et l'odeur du varech comme une promesse de glissade. J'ai passé la nuit à Audierne, dans un petit hôtel où le couloir sentait le désinfectant et la friture. À 5 heures, j'étais sur le port, devant un navire de travail affrété pour la mission, labère, coque bleue, pont chargé de matériel, grue compacte et ce bourdonnement discret des générateurs. L'équipe était déjà là. Le chef de mission, Marc Le Goff, m'a serré la main avec une fermeté mesurée. 50 ans, visage tanné, regard de quelqu'un qui dort peu et décide beaucoup. Il m'a présenté les autres rapidement, Claire Perron, géophysicienne spécialisée en sonar et traitement de données, Ibrahim Benali, sédimentologue, Anaïs Duroc, biologiste moléculaire chargée des prélèvements d'ADN ancien environnemental, 2 plongeurs pros, Yann et Sacha, une conservatrice du patrimoine, et l'Audière. Et un représentant administratif qui se contentait de sourire sans jamais se présenter George. J'ai senti dès les premières minutes une tension légère mais constante, comme une corde qu'on aurait tendue trop fort entre des intérêts divergents. On a appareillé au lever du jour. La mer n'était pas mauvaise, mais elle n'était pas bonne non plus. Une houle longue, régulière, qui faisait monter et descendre le navire comme une respiration profonde. Le ciel bas semblait poser un couvercle sur l'horizon. À mesure qu'on s'approchait de l'île de Sein, la sensation de frontière s'est accentuée, ces eaux ont une réputation. Et la réputation n'est pas un folklore, c'est souvent la somme de récits de gens qui ont eu peur. À bord, tout le monde travaillait en silence. Les écrans s'allumaient, les câbles se déroulaient, les capteurs étaient vérifiés. Le jargon circulait à voix basse. Calibration, ligne de base, offset, correction de marée, bruit de colonne d'eau. Les gestes étaient précis, économes. Claire m'a fait signe de venir près de la console principale. Voilà l'anomalie, a-t-elle dit. Sur l'écran, une mosaïque bathymétrique, des couleurs qui traduisent des profondeurs. Et au milieu, une ligne, pas une ligne naturelle, une ligne droite, presque trop droite, qui coupait la texture du fond comme un trait de craie sur un tableau sale. 120 mètres, a-t-elle confirmé. L'orientation est stable. Et regarde la section. Elle a affiché une coupe. Le relief remontait là, comme un bourrelet sous la peau des sédiments. Une masse enfouie. Les échos étaient nets, honnêtes. Je me suis surpris à retenir ma respiration. Ça ressemble à quoi pour toi? A demandé Marc, sans détour. J'ai pris une seconde, parce qu'il y a des mots qui enferment. Si c'est artificiel, ça peut être une pêcherie, oui. Une digue. Ou une structure de canalisation, un barrage. Mais à 9 mètres sous le sédiment, en mer ouverte, c'est inhabituel. Une pêcherie, on la trouve plutôt sur l'estran, dans des zones de marée, avec des structures adaptées. Là, c'est comme si... Je me suis arrêté. Comme si quoi? A insisté Claire. Comme si on avait construit ça sur la terre ferme, avant que la mer ne monte. Personne n'a contesté. C'était l'évidence, et, dans le même temps, c'était ce qui rendait le tout vertigineux. Il fallait se replacer dans un monde où cette zone n'était pas sous l'eau. Ibrahim a apporté des données de sédiments prélevés lors d'une mission préalable, grains fins, dépôts successifs, signatures compatibles avec une submersion progressive. Anaïs parlait d'échantillons d'eau et de sédiments pour ADN environnemental, pollen, fragments d'algues, microfaune, tout ce qui permet de reconstituer un environnement perdu. Je me suis concentré sur mon rôle, évaluer la plausibilité archéologique, proposer un protocole d'observation, identifier des points de prélèvement et surtout éviter de faire n'importe quoi. Une structure de cette taille, si elle était réelle, pouvait être un site majeur. Et en milieu marin, la ligne entre observation et destruction est fine. La météo s'est durcie vers 10 heures. Le vent a forcé, la houle a pris de la hauteur. Sur le pont, les caisses vibraient, les mousquetons tintaient. On sentait dans les mouvements du navire des coups plus secs, comme si la mer commençait à se lasser de notre présence. Marc a réuni l'équipe dans la salle de travail. On a une fenêtre de 2 heures avant que ça devienne trop dangereux pour mettre des plongeurs. On fait une immersion initiale, pas de prélèvement lourd. Observation, photos, vidéos. Et on marque quelques points. Yann et Sacha ont vérifié nos mélanges. Plongée scientifique en zone à courant, on ne plaisante pas. Combinaison étanche, gilet stabilisateur, double détendeur,
ordinateur de plongée, spool, parachute, lampe principale et backup. On avait aussi des scooters sous-marins, mais Marc a décidé qu'on ne les utiliserait pas à la première immersion. Trop de variables. Je me suis équipé avec une lenteur méthodique. C'est un rituel qui calme. Chaque sangle serrée, chaque boucle checkée, chaque joint inspecté. Je sentais la présence de l'équipe autour, mais j'étais déjà en train de me mettre dans cette bulle mentale, où l'on cesse d'être un humain pour devenir une somme de procédures. Sur le pont, l'air était froid, chargé de gouttelettes. La mer avait cette couleur acier, sans nuance. On a fait un briefing rapide, trajectoire, profondeur cible, temps fond, procédure de remontée, plan B en cas de courant trop fort, communication par signe et par lampe. Puis j'ai basculé. L'eau m'a pris comme une gifle, même à travers les tanches. Le son a changé immédiatement. Le monde aérien s'est effacé, remplacé par ce grondement sourd, ce bruit de respiration amplifié dans le masque, et le piquet irrégulier des bulles. La visibilité était médiocre, une soupe verte, particule en suspension. La lumière descendait en lame faible. Le courant était là, palpable, un bras invisible qui tirait sur vous. Je suivais la ligne de descente, main sur le câble, en contrôlant ma vitesse. À chaque mètre, la pression augmentait, compressant légèrement les oreilles, rappelant au corps qu'il n'est pas fait pour ça. Je compensais, lentement. Je gardais un œil sur Yann, qui descendait un peu plus bas, lampe en avant. À environ 15 mètres, le fond s'est dessiné, une surface irrégulière, sable et gravier, avec des zones de lamination. On a pris un cap en suivant les coordonnées. Mes palmes soulevaient de la matière. Je me forçais à bouger doucement. Et puis, soudain, le sol a changé. La texture n'était plus celle d'un feu vivant. Il y avait une régularité, une dureté. Un angle. J'ai avancé encore, et la lampe a accroché une surface verticale. Quel mur. Le mur. D'abord, on ne voit pas un mur. On voit une masse sombre, une ligne qui coupe le champ visuel, une présence qui n'est pas censée être là. Puis, le cerveau fait l'ajustement, c'est une structure linéaire, composée de blocs. Il était plus grand que ce que j'imaginais. Non pas en longueur, les données l'avaient déjà dit, mais en hauteur apparente, même enfouie. On distinguait des monolithes partiellement dégagés, comme des dents. Les pierres étaient recouvertes d'une fine couche de gis, algues courtes, petites éponges, quelques anémones. Mais sous cette peau biologique, la roche était claire, granitique, avec des arêtes encore nettes. Les blocs semblaient agencés, pas posés au hasard. On percevait un alignement, une intention. Je me suis approché, et mon faisceau a révélé quelque chose qui m'a fait oublier le froid. Des marques. Des traces d'outils. Pas une preuve absolue, pas des coups de ciseaux modernes, mais des stries, des enlèvements, des surfaces travaillées. Dans mon métier, on devient prudent. L'érosion, des impacts, des organismes peuvent créer des motifs. Mais là, à plusieurs endroits, on voyait des plans de fracturation qui semblaient guidés. Une logique. Yann m'a fait un signe. Regarde. Il pointait une zone où deux blocs se rejoignaient. Entre eux, une interstice comblée par du sédiment compact. Mais la jonction était étonnamment ajustée. Le genre d'ajustement qu'on associe plutôt à des constructions plus tardives, à des maçonneries. Pas une structure supposée néolithique, en bord de mer. Je me suis entendu respirer plus fort. Je me suis obligé à ralentir. Nous avons longé le mur sur une dizaine de mètres, posant des repères visuels. À certains endroits, des pierres plus petites semblaient caler des blocs plus gros. Un système de stabilisation. Une architecture. Et là j'ai vu le premier élément perturbant. À la base d'un bloc, partiellement pris dans le sédiment, une forme qui n'avait rien à faire là, une pièce lisse, sombre, bas de la roche. J'ai d'abord pensé à un déchet moderne, un morceau de métal, un fragment de plastique, mais la forme était trop régulière et surtout, elle semblait intégrée. Comme si elle avait été placée avant l'enfouissement. Je me suis accroupi, en contrôlant mon équilibre. Mes gants ont touché la matière, froide, dense, pas friable. J'ai frotté doucement, le sédiment s'est dispersé en un nuage fin. La surface était noire, presque vitrifiée, avec une légère irisation.
Et il y avait une gravure. Pas un dessin naïf, pas un motif décoratif évident. Une série de lignes parallèles interrompues, avec des angles constants. Comme un code. Mon cœur a accéléré. Je savais qu'il fallait documenter, pas arracher. J'ai sorti la caméra, pris plusieurs plans en incluant une échelle. J'ai fait un signe à Yann, artefact. Il a répondu avec un signe qui, dans n'importe quel autre contexte, aurait ressemblé à une question moderne. J'ai haussé les épaules. Sous l'eau, c'est le geste de la prudence. Le temps fond diminuait. On avait déjà consommé une part importante de notre autonomie. La houle en surface se ferait sentir à la remontée. Nous avons posé un repère près de la zone et commencé à remonter. Dans la colonne d'eau, le courant semblait plus fort. Je me suis senti tirer latéralement. J'ai serré la ligne, stabilisé ma flottabilité. Je voyais les bulles partir en biais. La remontée s'est faite sans incident, mais j'ai émergé avec cette sensation que quelque chose était resté accroché à moi, pas physiquement. Je savais que mon équipement était intact, mais mentalement. Comme une idée qui refuse de se dissoudre. À bord, l'ambiance était électrique, mais contenue. Claire a pris la carte mémoire dès que j'ai retiré mon gant. Elle a filé vers la console, a branché, a affiché les images. L'équipe s'est rassemblée. Le mur sur l'écran paraissait encore plus irréel, une ligne de pierre dressée, recouverte d'algues, dans une eau verte. Et puis l'artefact noir. C'est quoi ça? A murmuré Ibrahim. Anaïs, habituellement calme, s'est penchée. Les lèvres serrées. Ça n'a pas l'air récent, a-t-elle dit. Mais ça n'a pas l'air ancien non plus. Marc a regardé les images sans parler. Il avait cette expression des responsables qui savent déjà qu'ils viennent de perdre une partie du contrôle. Le représentant administratif a toussé. Je rappelle que tout ce qui sort de cette zone doit être déclaré et... Marc l'a coupé d'un regard. Je sais. On a fait une réunion à huis clos, sort le représentant, justement. Marc a verrouillé la porte de la salle de travail, ce qui en dit long sur l'état d'esprit. On ne prélève pas ça aujourd'hui, a-t-il décidé. On prépare une immersion avec un protocole de prélèvement propre. On documente d'abord. Et on ne dit rien à personne. Je n'ai pas aimé le « à personne ». La science n'appartient pas à une équipe. Mais je comprenais la peur. Si l'information sortait, le site pouvait être pillé, politisé, instrumentalisé. La Bretagne a déjà ses légendes. On n'avait pas besoin d'en inventer. La mer s'est encore dégradée, et nous sommes rentrés au port plus tôt que prévu. Sur le trajet, je regardais l'écume frapper la coque, et je me répétais des phrases rationnelles. Ce peut être un débris moderne piégé dans le sédiment. Ce peut être un phénomène géologique. Les gravures peuvent être des stries naturelles. Mais ces phrases n'avaient pas de prise, parce que j'avais touché la matière, et mon corps se souvenait de sa densité, de sa froideur, de sa netteté. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Dans ma chambre d'hôtel, j'entendais le vent comme une respiration agressive. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le mur, non pas comme une image, mais comme une sensation de présence. Et derrière cette présence, une question que je n'arrivais pas à formuler sans qu'elle paraisse ridicule. Qui a fait ça? Les jours suivants se sont enchaînés avec une intensité qui rendait le temps étrange. On a multiplié les passes sonars, Claire a affiné la mosaïque bathymétrique, corrigé les artefacts, recalculé les modèles. La structure apparaissait de plus en plus clairement, une ligne quasi parfaite, avec des segments légèrement courbés comme si elle suivait une logique topographique. À un endroit, on distinguait une excroissance, une forme en V, potentiellement une entrée ou une dérivation. Ibrahim prélevait des carottes de sédiments à distance pour reconstruire la chronologie d'enfouissement. Les couches racontaient une histoire, dépôts successifs, changements de granulométrie, signature d'événements hydrodynamiques. Une submersion progressive, oui. Mais aussi par moments des épisodes de remaniement violents, comme des tempêtes anciennes. Anaïs, elle, travaillait sur l'eau, les sédiments, tout ce qui pouvait contenir des traces biologiques. Elle était fascinée par la possibilité de retrouver des signatures d'écosystèmes disparus, plans terrestres, microfaune d'eau douce, indices d'une ancienne vallée.
Et moi je faisais ce que je fais toujours quand je sens une hypothèse me dépasser, j'écrivais. J'ai commencé un journal de bord personnel, séparé du rapport officiel. Ce n'était pas une coquetterie, c'était un besoin. Mettre des mots sur ce qui se passait dans ma tête, pour ne pas laisser les impressions devenir des certitudes. Journal. Jour 3. Le mur n'est pas une illusion. Il y a une intention dans l'agencement. Les blocs ne sont pas tombés là. Mais ce qui me trouble, c'est l'échelle. 120 mètres, 3300 tonnes. Pour une communauté de 5000 avant notre ère, c'est énorme. Pas impossible, mais énorme. Il faut une organisation sociale, une logistique, un objectif fort. On parle souvent du néolithique comme d'un monde de petites communautés. Là, ça ressemble à une décision collective majeure. Et il y a cet objet noir. Je n'arrive pas à le placer. Je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il ne devrait pas être là. C'est peut-être la définition même d'un artefact perturbant. Quelque chose qui fait vaciller les catégories avant même qu'on l'ait compris. Le 4e jour, la météo a enfin offert une fenêtre acceptable. Pas idéale. Acceptable. On a prévu une immersion dédiée à l'artefact. Protocole strict. Photométrie. Échantillonnage minimal. Prélèvement si et seulement si conditions stables. Conditionnement immédiat. Chaîne de traçabilité. Je suis descendu avec Yann. Sacha restait en sécurité, prêt à intervenir. La descente s'est faite plus facilement, je connaissais déjà la sensation du courant, les variations de visibilité. Mais cette familiarité ne m'a pas rassuré. Au contraire, elle a donné au lieu un caractère réel, encore plus oppressant. Le mur est apparu comme la première fois, mais mon cerveau le lisait différemment. Je voyais les alignements, je voyais les calages, je voyais l'effort humain. Nous avons atteint la zone marquée. L'artefact était là. On a commencé la photogrammétrie, série d'images, recouvrement, angles multiples, échelle posée. Mes gestes étaient lents. Je sentais le temps fond comme une corde qui se tend. Puis, à force d'observer, j'ai remarqué un détail que je n'avais pas vu la première fois. L'objet noir n'était pas un simple fragment. Il semblait s'insérer dans une cavité taillée dans la pierre, comme une pièce dans un logement. Je me suis approché, lampe en biais, et la lumière a révélé un contour net, une forme presque rectangulaire, avec des angles légèrement arrondis. Le logement était trop précis pour être accidentel. La pierre autour portait des traces d'abrasion, comme si on avait préparé cet emplacement. Sous l'eau, j'ai ressenti une montée de chaleur dans la poitrine, une réaction paradoxale, mais fréquente quand le cerveau s'emballe. J'ai dû me rappeler de respirer. Yann m'a fait un signe, tant. Il avait raison. Il fallait décider. Je savais qu'un prélèvement pouvait être destructeur. Mais je savais aussi qu'attendre, c'était prendre le risque de perdre la pièce. Les sédiments bougent. Les tempêtes arrachent. Les curieux existent. J'ai choisi une option intermédiaire, prélever un micro-échantillon de surface, sans extraire l'objet. Avec une petite lame stérile, j'ai gratté très légèrement un angle, récupéré une quantité infime de matière conditionnée dans un tube étanche. Et là, le truc qui a fait basculer mon état mental, la matière n'a pas gratté comme du métal oxydé, ni comme une pierre. Elle a résisté, puis a cédé en produisant un minuscule éclat qui ressemblait à du verre. Que verre noir, pas du verre volcanique classique, pas d'obsidienne, du moins pas à l'aspect. Quelque chose de plus homogène, plus industriel, aurait dit un esprit malhonnête. Je me suis interdit ce mot. Sous l'eau, les mots sont dangereux. Nous sommes remontés. À bord, Anaïs a pris le tube comme on prend un nouveau-né. Elle avait des gants, un masque, un protocole de labo mobile. Elle n'a pas dit grand-chose, mais je voyais ses yeux, c'était la même chose que dans les miens. Une forme de vertige. Les analyses préliminaires ont pris du temps. Pas de miracle. On n'est pas dans un film. Mais certains résultats ont commencé à dessiner des contours troublants. La spectrométrie portable a suggéré une composition riche en silice, avec des traces d'éléments en proportion inhabituelle pour un verre naturel local. Rien de impossible. Mais rien de banal. Ibrahim a signalé un point étrange dans les sédiments autour du logement, une couche fine,
comme une interface qui ne correspondait pas au dépôt attendu. Une sorte de joint de matière compacte, à microstructures différentes. Claire, elle, s'obsédait sur la forme en V repérée sur la bathymétrie. Elle a recalculé les modèles, amélioré la résolution, jusqu'à obtenir une image suffisamment claire pour provoquer un silence dans la salle. Bon, ce n'est pas un simple alignement, a-t-elle dit, c'est un système. Elle a affiché une vue d'ensemble, le mur principal, l'excroissance, et derrière, une série de petites anomalies alignées, comme des piliers enfouis, espacés de manière régulière. Ça ressemble à une architecture hydraulique, a murmuré Marc, presque malgré lui. Les discussions ont commencé à changer de nature. Au début, on parlait piège à poissons ou digue. Puis on a commencé à évoquer des concepts plus complexes, gestion de flux, contrôle de marée, aménagement d'estuaires. Et plus on avançait, plus la question de l'échelle devenait pesante. Parce qu'à 5000 avant notre ère, la montée du niveau marin n'était pas une abstraction. C'était une réalité lente, générationnelle, mais une réalité. Des terres disparaissaient. Des rivages reculaient. Les communautés devaient s'adapter, construire un mur de 120 mètres pour se protéger. Oui, mais alors pourquoi en pleine zone aujourd'hui submergée, à cette profondeur, et pourquoi ce système secondaire d'alignement? À ce stade, j'aurais dû rester dans le cadre, chercher des analogies, comparer à des pêcheries connues, se rappeler que la préhistoire a produit des œuvres monumentales. J'aurais dû être un professionnel, mais je sentais un autre mouvement, insidieux, une pente cognitive. Le genre de pente où l'on commence à vouloir que les faits racontent une histoire plus grande qu'eux. Journal, jour 6. Je me surprends à penser comme un romancier. C'est dangereux, mais comment ne pas? Le mur est là, et il parle de planification, de connaissance. Et cet objet, je ne peux pas le sortir de ma tête. Je me demande s'il est une clé, un repère, un élément de mesure. Anaïs m'a dit un truc qui m'a glacé. L'ADN environnemental du sédiment proche du mur montre des signatures végétales terrestres compatibles avec un environnement de plaine humide. Donc le mur a été construit quand c'était une terre. Une terre habitée. Je crois qu'on est à 2 doigts de franchir une frontière, celle où la science devient une menace pour ceux qui aiment un passé simple. Ce sont les humains, et pas la mer, qui ont commencé à rendre la mission toxique. Élodie, la conservatrice, insistait sur la protection juridique. Elle parlait de classement, de périmètre, de surveillance. Marc, lui, voulait avancer. Il pressentait que la fenêtre météo et administrative serait courte. Le représentant administratif revenait plus souvent. Il posait des questions sur les risques de communication. Il utilisait des phrases comme « gestion de l'information » et « perception publique ». Il ne parlait jamais du mur comme d'un patrimoine. Il parlait d'un dossier. Claire se renfermait. Elle passait des heures devant ses écrans à retraiter des données déjà traitées. Ibrahim devenait irritable. Anaïs, au contraire, avait une excitation presque fébrile, celle d'une scientifique qui sent qu'elle tient une piste rare. Moi, je commençais à me sentir étranger à mon propre corps. Je dormais mal. Je mangeais peu. J'avais des images intrusives du mur, la nuit, comme si le cerveau essayait de résoudre une énigme en boucle. Je rêvais d'alignement. Je rêvais d'alignement. Pas de monstres, pas de fantômes, juste des lignes, des pierres, des angles. Et cette sensation, dans le rêve, que si je trouvais le bon angle, le bon point de vue, quelque chose s'ouvrirait. Je me suis surpris un matin à dessiner le mur sur une serviette en papier pendant le petit déjeuner, une esquisse de la forme en V, une hypothèse de canal. Je me suis arrêté honteux, comme si quelqu'un allait me surprendre dans un acte de superstition. Le 9e jour, Marc a pris une décision, on allait chercher une structure interne. Ce n'était pas formulé comme ça. Officiellement, on allait sonder l'enfouissement, vérifier s'il existait des cavités, des interruptions, des zones fragiles. Claire avait repéré, sur les données sonars, une zone où le signal suggérait un vide relatif derrière un segment du mur, une anomalie dans l'anomalie. Une cavité, ou une différence de densité. Si c'est un mur de digue, ça ne devrait pas être creux, a-t-elle dit. Si c'est une pêcherie, ça ne devrait pas être creux non plus.
Marc a regardé l'écran, puis m'a regardé. Loïc, tu descends. Ce n'était pas une demande. C'était une attribution. J'ai accepté, parce que j'étais déjà pris dans la logique du projet, dans cette spirale où l'on pense que la prochaine plongée donnera la réponse qui calmera tout. C'est une illusion. Mais c'est une illusion puissante. La météo était limite, vent modéré, houille régulière, courant annoncé fort. Marc a hésité puis a choisi de tenter, avec un protocole de sécurité renforcé. Je suis descendu avec Sacha cette fois. Yann était en surface, prêt. On avait une ligne principale et une ligne secondaire. On avait convenu d'un temps fond strict et d'un signal d'abandon sans discussion. La descente a été brutale. La colonne d'eau était plus chargée, comme si la mer avait remué le fond. La visibilité tombait parfois à moins d'un mètre. On avançait au compas, lampe collée au monde. Le mur est apparu massif sombre. Même recouvert d'algues, même partiellement enfoui, il avait une autorité. Je sais que ça sonne anthropomorphique, mais il y a des structures qui imposent une présence. Un dolmen dans la brume, un mégalithe au bord d'un champ. Là c'était pareil, sauf que c'était sous l'eau, dans une lumière sale. On a rejoint la zone repérée. Claire avait donné des instructions précises. Chercher un point où les pierres semblaient légèrement en retrait, où le sédiment présentait une micro-dépression. Sacha a commencé à dégager doucement le sable avec une petite aspiration manuelle en minimisant le panache. Je tenais la lampe, je surveillais les bulles, je surveillais le temps. Au bout de quelques minutes, un espace est apparu entre deux blocs, un interstice plus large que les autres. Et derrière, un vide. Pas un vide absolu, mais une cavité, une zone d'ombre, où la lumière s'enfonçait sans rebondir sur des sédiments immédiats. Je me suis penché, cœur battant. La cavité n'était pas naturelle. Les bords étaient trop nets, comme un passage obstrué. Sacha a voulu insérer une petite caméra endoscopique, mais le courant a fait vibrer l'appareil. J'ai pris la décision de regarder moi-même brièvement sans entrer. Juste approcher le masque, diriger la lampe. Ouah, la lampe a éclairé l'intérieur. D'eau, j'ai vu une surface plane. J'ai vu une surface plane. Une paroi. Une paroi. Et sur cette paroi, quelque chose qui ressemblait à une inscription. Je sais. Je sais ce que ce mot fait. Mais je n'en ai pas d'autre. Ce n'était pas un simple motif. Ce n'était pas une fissure aléatoire. C'était un ensemble de marques répétitives, organisées en ligne. Pas des lettres comme on les imagine, pas une écriture connue, mais une régularité qui évoquait un système de notation. Le cerveau face à l'inconnu cherche une analogie. La mienne a été immédiate et inacceptable. Ça ressemblait aux marques de l'artefact noir, mais en plus grand. Gravé dans la pierre. Je me suis figé. Et c'est là que la plongée a tourné mal. Pas à cause d'une force mystérieuse. Pas à cause d'un monstre. À cause de la mer, de la physique, de l'erreur humaine. Le courant a changé. Une variation brutale, comme un coup d'épaule. Je me suis senti aspirer vers la cavité, non pas par magie, mais parce que l'eau cherchait un passage, et que mon corps était un obstacle. J'ai essayé de reculer, mais ma palme m'a accroché une aspérité. J'ai senti une traction sur mon détendeur. Le masque a tremblé. La panique au début est une idée, ce n'est pas grave, puis c'est un corps, une accélération du souffle, une crispation des doigts. Sacha a voulu me saisir, mais le courant nous séparait. Je voyais sa lampe danser. Je l'entendais à peine, juste le bruit de ses bulles. J'ai tiré sur ma palme, j'ai libéré le crochet, et j'ai reculé d'un mètre. Mais dans ce mouvement, ma ligne secondaire s'est tendue et s'est coincée dans l'interstice. J'ai senti la résistance. La ligne était prise. Si je tirais trop fort, je risquais de la rompre ou de me déséquilibrer. Si je restais, le courant pouvait me plaquer. J'ai fait ce que tout plongeur fait dans ces moments, j'ai forcé ma respiration à ralentir. J'ai compté 1, 2, 3. J'ai cherché l'angle, et c'est là, dans cet état de concentration extrême, que mon regard est retourné malgré moi vers la cavité. Je ne voulais pas regarder, mais j'ai regardé, parce que dans l'ombre, au-delà de la paroi gravée, j'ai perçu autre chose. Une géométrie, pas une roche, pas un amas, une forme rectiligne horizontale comme un seuil.
et derrière ce seuil, un espace plus vaste. Une chambre... Cette pensée a frappé mon esprit avec une violence disproportionnée. Il y a une chambre derrière le mur. Je n'ai pas eu le temps de développer. Sacha a finalement atteint ma ligne, l'a dégagée avec une précision admirable. Il m'a fait le signe d'abandon. Je n'ai pas discuté. On est remonté. On est remonté. En surface, j'ai vomi dans la mer. C'est humiliant, mais c'est le corps qui expulse l'excès d'adrénaline. Sur le pont, Marc m'a regardé, inquiet, mais aussi avide. « Qu'est-ce que tu as vu » a-t-il demandé. Je tremblais, pas de froid, pas seulement. Je tremblais de ce que mon cerveau essayait de contenir. Une cavité. Et des gravures. Claire est arrivée, pâle. Des gravures, comme quoi? Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce qu'à dire les mots, je leur donnais une existence sociale, et je sentais déjà, comme un pressentiment, que cette existence serait dangereuse. Comme un système de marque, et je dis enfin. Organisé, pas naturel. Le silence qui a suivi était lourd comme une mauvaise nouvelle. Marc a fermé les yeux une seconde, puis il a dit « On ne bouge pas tant qu'on n'a pas un protocole béton. Et ça ne sort pas d'ici. » Cette nuit-là, l'ambiance à bord et à terre a basculé dans quelque chose de plus sombre. Ce n'était plus seulement une mission scientifique. C'était devenu un secret qui ronge. Je me suis isolé. J'ai relu mes notes. J'ai regardé les photos jusqu'à m'en brûler les yeux. J'ai essayé de convaincre mon esprit que j'avais surestimé la régularité des marques, que la peur avait créé un ordre là où il n'y en avait pas. Mais chaque fois que je revoyais l'intérieur de la cavité, mon corps réagissait comme s'il revivait l'attraction du courant. Le souvenir était lié au danger. Et un souvenir lié au danger devient obsédant. Le lendemain, Anaïs m'a demandé à me parler en privé. On s'est retrouvés sur le quai tôt avec l'odeur du port et des goélands qui criaient comme des alarmes. J'ai des résultats, a-t-elle dit. Elle avait les yeux cernés. Elle aussi dormait mal. ADN environnemental. Dans les sédiments proches du mur, on a des signatures humaines. J'ai cru avoir mal entendu. Humaine? Tu veux dire contamination? J'ai pensé ça. J'ai répété. J'ai contrôlé les blancs. C'est faible, mais c'est là. Et pas seulement du moderne, il y a des motifs de fragmentation compatibles avec de l'ancien. Elle parlait vite, comme si elle craignait qu'on l'interrompe. Je ne te dis pas qu'on a l'ADN d'un néolithique intact, mais on a des fragments qui ne collent pas à une simple contamination de plongeur. Et dans le même temps, on a des signatures de plantes terrestres, de microfaunes d'eau douce. Tout converge vers un environnement habité, une plaine, un système de drainage. Je l'ai regardé et je me suis senti étrange, pas excité, pas heureux, comme si une porte s'ouvrait sur un courant d'air froid. Loïc, a-t-elle ajouté, il y a autre chose. Elle a hésité puis a sorti une photo imprimée. Une image macro de l'éclat de verre noir. Ça ne ressemble pas à une obsidienne locale. Et la microstructure, on dirait un matériau refroidi rapidement, mais pas dans des conditions naturelles simples. Je n'ai pas répondu, parce que chaque phrase de ce type est une pente vers des hypothèses incontrôlables. Et pourtant, mon cerveau a fait ce qu'il fait toujours. Il a commencé à assembler un mur gigantesque, construit sur une terre désormais submergée. Un système hydraulique potentiel. Un artefact en verre noir inséré dans la pierre. Des gravures organisées dans une cavité. Des signatures biologiques humaines dans les sédiments. À ce stade, l'hypothèse piège à poissons semblait presque insultante. Pas parce que les pièges à poissons sont simples, ils ne le sont pas, mais parce que ça n'expliquait pas la logique d'ensemble. J'ai commencé à formuler en moi une théorie que je n'osais pas écrire. Et si ce mur était un dispositif de gestion du territoire, une infrastructure pensée pour une montée des eaux déjà anticipée. Pas une réaction improvisée, mais une réponse technique à un phénomène climatique. Ça, en soi, n'est pas impossible. Les humains ont toujours observé, anticipé, adapté. Mais la sophistication suggérée par les données, l'agencement, le logement de pièces, les gravures, ouvrait un autre champ. Celui où notre image d'un néolithique naïf devient trop étroite. Quand j'ai tenté d'en parler à Marc, il a réagi de manière surprenante, pas sceptique, mais prudent au point de devenir dur.
Loïc m'a-t-il dit, je ne veux pas de spéculation. Pas maintenant. On collecte. On prouve. Sinon on se fait dévorer. Yo. Dévoré par qui? Il a regardé autour de lui, comme si le porc lui-même avait des oreilles. Par les institutions, par les médias, par les gens qui veulent une histoire simple, par ceux qui veulent s'approprier ça. Je savais qu'il avait raison. Et en même temps, je savais que l'interdiction de spéculer n'empêche pas le cerveau de le faire. Ça le pousse juste à le faire en silence, et le silence rend fou. Journal, jour 12. Je commence à avoir peur de ma propre pensée. Ce mur est devenu un objet mental. Je le vois dans les lignes des routes, dans les fissures du plafond, dans les alignements de couverts sur une table. Je sais que c'est un mécanisme, l'attention se fixe. Mais pourquoi ici? Pourquoi si fort? Je repense à la cavité, aux marques. J'ai eu un flash cette nuit, et si ce n'était pas une inscription, mais un système de mesure de calibrage. Une notation des marées. Une cartographie. Je me dégoûte un peu parce que j'ai envie que ce soit ça. J'ai envie d'un sens. Le 13e jour, tout a basculé définitivement. Une tempête était annoncée, pas un petit coup de vent. Une vraie dégradation qui pouvait rendre le site inaccessible pendant une semaine, peut-être plus. Marc a décidé qu'on ne pouvait pas attendre. Il voulait documenter la cavité plus sérieusement avant que les conditions ne changent. On a préparé une plongée lourde. Équipement supplémentaire, caméra stabilisée, éclairage, sonde légère pour vérifier l'extension de la cavité. On a augmenté la redondance, tout était carré. Et pourtant, j'avais un mauvais pressentiment. Pas mystique, pas irrationnel. Juste une accumulation de signaux, fatigue, météo, tension d'équipe, et cette obsession qui altérait nos jugements. On est descendu à 3, moi, Yann, Sacha. Marc restait en surface, coordination. Claire suivait les données et la position. La descente a été plus difficile que prévu. Le courant était plus fort. La visibilité catastrophique. On avançait presque à tâtons. On a atteint le mur. On a trouvé la cavité, et là quelque chose a changé. La cavité semblait plus ouverte. Je n'arrive pas à le dire autrement. L'interstice entre les blocs avait bougé, légèrement, comme si le sédiment avait été remanié, comme si la mer avait nettoyé un peu l'entrée. Ce détail minuscule a suffi à faire monter une tension brutale dans mon corps, parce qu'une entrée plus ouverte signifie plus de courant à l'intérieur. Et plus de courant signifie plus de risques. Yann a installé un éclairage, Sacha a positionné la caméra. Je me suis approché encore une fois pour orienter le faisceau vers la paroi gravée. Les marques étaient là, et sous une meilleure lumière, elles étaient pires. Pas plus effrayantes, plus nettes, plus systématiques. Elles avaient des répétitions, des variations, comme un langage qui code des informations. Il y avait des groupes, des séparations, des alignements. Pas décoratifs. J'ai ressenti une chose très étrange. Une impression de familiarité. Je sais que ça sonne absurde. Mais mon cerveau a eu la sensation que ces motifs étaient logiques, que je pouvais presque les comprendre, comme si je regardais un tableau de données dont j'ignorais le contexte. Et puis, un coup de courant. Un changement brutal, encore. La lampe de Yann a vacillé. La caméra de Sacha a été tirée. Mon corps a été poussé vers l'entrée. Cette fois, j'ai été aspiré à moitié dans la cavité. Je me suis retrouvé avec la tête et les épaules à l'intérieur, le reste dehors coincé. Mon gilet frottait la pierre. Mes bulles s'écrasaient contre le plafond de la cavité et revenaient vers moi, créant un chaos visuel. J'ai tenté de reculer. Je n'y arrivais pas, mon équipement accrochait. Et c'est là que j'ai vu ce que je n'aurais jamais dû voir. Derrière la paroi gravée, il y avait un second plan. Un espace plus profond, plus sombre. Et au centre de cet espace, une forme circulaire, comme un disque, incrusté dans la roche ou posé sur un support. Un disque de la même matière noire que l'artefact, mais plus grand, bien plus grand, comme une dalle, et sur cette dalle des motifs concentriques, des rainures, des segments. Un dispositif, pas un objet décoratif, un objet fait pour... Quoi? Mesurer? Fermer? Ouvrir? Je n'ai pas eu le temps de répondre, parce que ma peur cette fois est devenue totale. Mon détendeur a heurté la pierre. J'ai senti une résistance sur le tuyau. Mon souffle s'est emballé.
Les secondes se sont mises à compter plus vite. J'ai voulu appeler, mais sous l'eau, on n'appelle pas, on signale. Et je ne pouvais pas bouger mes mains correctement. Yann m'a saisi par le harnais et a tiré. Sacha a aidé en poussant légèrement mon épaule. La douleur a été vive, pas une blessure grave, mais une pression sur la cage thoracique, comme si la pierre voulait me garder. Puis, d'un coup, j'ai glissé en arrière. Je me suis retrouvé dehors, libre, mais tremblant. J'ai fait le signe d'abandon de manière frénétique. On est remonté, sans discuter. En surface, l'urgence a pris le dessus. On avait consommé beaucoup trop. Le navire roulait. La tempête arrivait plus vite que prévu. Quand j'ai retiré mon masque, j'avais la gorge sèche. Comme si j'avais avalé du sel. Marc était là. Visage tendu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as vu? J'ai essayé de parler, mais les mots se coinçaient. Parce que dire disque, dispositif, dalle, c'était déjà trop. Il y a quelque chose derrière et je finis par dire. Un objet, noir, grand. Et ça ne ressemble pas à de la pierre. Claire a pâli. Tu es sûr? Je l'ai regardé, et c'est là que j'ai compris quelque chose de plus effrayant que l'objet. Je n'avais plus confiance en mon propre discernement. J'étais fatigué, obsédé, et ma perception pouvait être contaminée par mon désir de sens. Mais je savais aussi ceci, je n'avais pas halluciné une matière noire parce que nous avions déjà un échantillon, et je n'allais pas halluciner la géométrie. Parce que la caméra de Sacha avait tourné, on a visionné en urgence. L'image était instable, sombre, secouée par le courant. Mais à un moment, pendant une fraction de seconde, la caméra a capté l'intérieur. On a vu le disque. Pas nettement, pas comme une preuve parfaite, mais suffisamment pour que tout le monde se taise. Marc a éteint l'écran. Personne ne copie ça, a-t-il dit. Personne ne sort ça. Et à ce moment-là, le représentant administratif est entré. Comme s'il avait senti l'odeur de l'événement. J'ai reçu un appel, a-t-il dit. Il y a une réunion demain matin à Quimper. On veut un point. Officiel. Marc l'a fixé. Demain, il y a une tempête. Justement, il faut cadrer avant que ça, fuite. Le mot fuite a claqué comme une menace. Je suis rentré à l'hôtel ce soir-là avec la sensation de marcher dans un couloir trop étroit. Je savais que quelque chose venait de changer de statut. On n'était plus seulement face à un mur. On était face à un objet qui allait déclencher des mécanismes de contrôle. Cette nuit, je n'ai pas rêvé de lignes. J'ai rêvé de tables de données, de colonnes, de chiffres alignés, comme si quelqu'un avait transcrit le monde en mesure. Et au milieu, le disque noir, avec ses segments, comme une horloge sans aiguille. Je me suis réveillé à 3 heures, assis sur le lit, le cœur battant. J'ai pris mon carnet. Journal, nuit. Je pense que le mur est un seuil, pas une digue, pas un piège. Un seuil. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais je le sens. Le mur ne retient pas l'eau. Il retient quelque chose d'autre. Ou plutôt, il marque une limite entre deux modes d'habiter le monde. Le disque, s'il est réel, il est conçu, il est manufacturé, il est inséré dans un contexte néolithique, mais il n'a pas l'air néolithique. Je ne veux pas écrire ça, je l'écris quand même. Le lendemain, la tempête a frappé. Le port était un chaos d'embrun. La baie est restée à quai. Les réunions, elles, ont eu lieu quand même. Marc est parti à Quimper avec le représentant et Elodie. Claire a été convoquée en visio. Ibrahim et Anaïs attendaient, coincés, nerveux. Moi, je suis resté à l'écart, officiellement, au repos après incident de plongée. Officieusement, j'étais un risque. J'avais vu trop de choses et je n'étais pas un gestionnaire. En fin de journée, Marc est revenu, visage fermé. On est mis sous contrôle, a-t-il dit simplement. Comment ça? A demandé Claire. Nouveau protocole. Présence d'un observateur externe. Et ils veulent récupérer tout ce qui concerne la cavité. Anaïs a explosé. Récupérer, ça ne veut rien dire. Marc a levé la main. Ils veulent centraliser, sécuriser. Et ils ne veulent pas qu'on parle d'inscription, ni d'objet. Officiellement, on reste sur structure néolithique probablement liée à la pêche. Et le disque
et se demandait. Marc m'a regardé longuement. Le disque n'existe pas, Loïc. Tant qu'on n'a pas une image propre et un prélèvement, il n'existe pas. Et même après, ça dépendra de qui tient le dossier. Ce soir-là, j'ai compris qu'on entrait dans une phase où la vérité ne dépendrait plus seulement des faits, mais des rapports de force. Et c'est là que mon propre esprit a commencé à se fissurer. Pas de manière dramatique, pas de rupture. Plutôt une érosion. Je me surprenais à suspecter les autres. Je me demandais si Claire gardait des copies, si Marc avait déjà envoyé des images à quelqu'un, si le représentant avait des intérêts privés. Je ne suis pas paranoïaque de nature. Mais quand une découverte majeure devient un secret, la confiance devient une denrée rare. Une semaine plus tard, la tempête passée, on est retourné sur le site. Il y avait un observateur à bord, un homme d'une quarantaine d'années, polo sobre, sourire vide, qui se présentait comme conseiller technique. Il prenait des notes sans jamais poser de questions scientifiques. Il n'est jamais descendu. Il a juste regardé. On a replongé avec des conditions enfin meilleures. Visibilité correcte. Courant gérable. Je voulais revoir la cavité, pas par fascination, mais par nécessité, vérifier que je n'avais pas halluciné. Vérifier que le disque était là. Je suis descendu avec Yann. Nous avons atteint le mur. Nous avons trouvé l'entrée. Et là mon estomac s'est serré. La cavité était vide, pas vide de sédiments. Vide de ce que j'avais vu. Les gravures étaient toujours là. La paroi, oui, mais derrière, l'espace semblait plus sombre, plus bouché, comme si un effondrement avait eu lieu, ou comme si quelque chose avait été déplacé. J'ai avancé un peu, lampe en avant, et j'ai compris le disque n'était plus visible. Soit il était plus profond, hors champ, soit il avait été retiré. Retiré par qui? Comment? Sous l'eau, dans une cavité, sans que nous soyons là. C'était absurde. Et pourtant, mon cerveau a immédiatement produit une hypothèse rationnelle. La tempête a remanié les sédiments, a créé un panache, a obstrué la ligne de vue. Le disque peut être encore là, simplement caché. Mais une autre hypothèse, plus froide, s'est imposée. Quelqu'un a plongé pendant l'arrêt. Quelqu'un avec les moyens. Quelqu'un qui savait. Je suis remonté avec un poids dans la poitrine. À bord, j'ai voulu en parler à Marc, mais l'observateur était toujours dans les parages. Marc avait cette expression de verrou. Plus tard, a-t-il dit. Plus tard, dans un coin du pont, il m'a parlé à voix basse. Loïc, tu dois te calmer. Le disque n'est plus visible. Il a serré la mâchoire. Il a serré la mâchoire. Tu sais, comment tu peux savoir? Comment tu peux savoir? Il a soutenu mon regard. Il a soutenu mon regard. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait éviter les interprétations. Et parce qu'il y a eu des mouvements de navires pendant la tempête. Officiellement pour sécuriser. Je l'ai regardé et j'ai senti une colère froide. On nous vole notre découverte. Ce n'est pas si simple, a-t-il dit. Si on se bat frontalement, on perd tout. On a besoin de preuves solides. Et pour ça, on a besoin de continuer. Je me suis éloigné, incapable de répondre sans crier. Journal. Jour 23. Je suis en train de perdre la ligne. J'ai l'impression d'être dans une histoire dont les règles changent au fur et à mesure. Le mur est là, mais ce qui contenait, ce qui cachait, est en train de disparaître sous nos yeux, non pas dans la mer, mais dans l'administration. Je ne sais plus ce qui me perturbe le plus. L'objet noir ou la vitesse à laquelle des gens savent et décident. Je suis seul avec une vision, un disque gravé dans une chambre sous un mur néolithique. Et je ne peux plus prouver que je l'ai vu. C'est à ce moment-là que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. J'ai copié les données, pas toutes, pas de manière spectaculaire, juste un extrait, une série d'images de la cavité, un segment bathymétrique, et une capture où l'on percevait à peine la forme circulaire. Une preuve imparfaite, mais une preuve. Je l'ai fait parce que je sentais qu'on allait nous demander de remettre tout le matériel. Parce que je sentais que le récit officiel allait se refermer comme un couvercle. Je sais que c'est une faute. Je sais que ça peut me coûter ma carrière. Mais il y a des moments où l'éthique se heurte à une autre éthique, celle de ne pas laisser disparaître un fragment de vérité. Je suis rentré chez moi à la fin de la mission, officiellement
fin de campagne. Officieusement, évacuation. Les semaines suivantes, j'ai été tenu à distance. Plus d'appels, plus de réunions. Les mails restaient sans réponse. Le rapport officiel publié en interne parlait d'une structure monumentale néolithique possiblement liée à la pêche et à la gestion littorale. Rien sur les gravures, rien sur l'artefact, rien sur la cavité. La BBC, elle a parlé du mur, des 120 mètres, des 3300 tonnes, des hypothèses de pièges à poissons ou de digues. Exactement le cadre acceptable. Et moi je me suis retrouvé avec un fichier sur un disque dur et une sensation de contamination mentale. Je faisais mon travail ailleurs, je reprenais des dossiers, je donnais des cours. Mais je n'étais plus dedans. Tout me semblait plat. Parfois le soir, je rouvrais les images. Je zoomais sur les gravures, je traçais les segments, je comptais les répétitions, je cherchais des patterns, j'avais honte, j'avais peur. Je me suis mis à lire sur les systèmes de notation préhistoriques, sur les bâtons de comptage, sur les marques de lunaison, sur les calendriers néolithiques. Je cherchais un cadre. Je cherchais un moyen de faire rentrer ce que j'avais vu dans une histoire humaine connue. Et plus je cherchais, plus je me heurtais à un mur invisible. Ce que j'avais vu ne correspondait pas. Pas parce que c'était extraterrestre ou magique, parce que c'était trop fonctionnel, trop technique, trop proche d'une logique d'ingénieur, d'un dispositif conçu pour mesurer ou réguler. Une nuit, en regardant encore le disque flou, j'ai eu une pensée qui m'a fait trembler. Et si ce mur n'était pas une réponse à la montée des eaux, mais un témoignage d'une communauté qui savait que la montée arriverait? Je sais ce que ce genre de phrase déclenche. Je sais qu'elle ressemble au récit qui pullule sur Internet. C'est précisément pour ça que je la déteste. Mais je suis coincé avec elle, parce que je n'ai pas trouvé d'autre manière d'expliquer la cohérence que je perçois. Le dernier élément, celui qui m'a définitivement arraché à l'idée que tout cela pouvait rester un simple dossier, est arrivé par une lettre. Une lettre recommandée sans en-tête claire, qui me demandait, avec une politesse glaciale, de remettre tout document, copie ou extrait, relatif à la mission de l'île de Saint, au nom d'une procédure de sécurisation du patrimoine. Il savait que j'avais quelque chose. Je n'ai pas répondu. Depuis, je vis avec une sensation étrange, je ne suis pas menacé dans la rue, personne ne me suit visiblement, rien de spectaculaire. C'est pire, c'est l'absence de spectacle. C'est l'idée que des structures peuvent effacer une découverte sans faire de bruit. Je garde le disque dur dans un endroit banal, pas dans un coffre, pas dans un mur, parce que les cachettes intelligentes sont les premières auxquelles on pense. Je le garde là où personne ne regarde. Je continue à écrire ce témoignage parce que c'est la seule chose que je contrôle encore. La trace. Et parce que, malgré tout, je pense que le mur cache encore plus. Je pense que la cavité n'est pas un accident. Je pense qu'il y a une chambre, peut-être plusieurs. Je pense que les pièces noires, les gravures, sont des éléments d'un système dont nous n'avons pas le vocabulaire. Je n'ai pas de révélation totale, pas de phrase finale qui explique l'origine de l'humanité. Je n'ai qu'une révélation partielle, plus humiliante. Notre passé n'est pas seulement un manque d'informations. C'est aussi un champ de bataille de récits. Et au fond, ce qui me hante le plus n'est pas l'idée d'une civilisation avancée au sens spectaculaire. C'est quelque chose de plus simple et plus terrible, l'idée qu'à une époque où nous imaginons des humains primitifs, certains avaient peut-être développé, localement, une intelligence technique adaptée à un monde en train de disparaître sous la mer. Une intelligence qui a laissé des traces, puis a été engloutie, enfouie, et maintenant filtrée par des intérêts qui décident de ce qui est acceptable. Quand je repense à la première fois où mon faisceau a accroché la pierre, je revois surtout la jonction, l'ajustement, ce moment où mon corps a compris avant mon esprit que ce mur n'était pas un hasard. Et je me demande, combien d'autres seuils comme celui-là dorment sous les sédiments, pas seulement en Bretagne, mais partout la mer a grignoté la terre. Je ne sais pas si je retournerai un jour au large de l'île de Saint. Une partie de moi le veut violemment comme une dépendance. Une autre partie sait que c'est ainsi que les gens se perdent, pas dans l'océan, mais dans une idée. Si quelqu'un lit ceci un jour, qu'il comprenne une chose, je ne cherche pas à convaincre. Je cherche à transmettre un état de fait tel que je l'ai vécu, avec toutes mes limites, mes biais, ma fatigue. Je n'étais pas préparé à ce que nous avons découvert.
et je suis encore moins préparé à ce que cela implique. Merci d'avoir écouté mon histoire. Dites-moi en commentaire quel sujet vous souhaitez que l'on explore sur la chaîne. Abonnez-vous et à demain.